Salut, c'est Fish. On est le 11 septembre, on est au bord du Train, une rivière où il y a de la truite, de la chaie, des arcs-en-ciel aussi bien que des farios. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer tous mes conseils que j'ai à vous donner pour prendre facilement ce poisson de la chaie qui se trouve sur nos rivières. Alors première information, la rivière que moi je pêche, c'est une rivière où il y a du courant, il y a quand même un sacré débit. La rivière n'est pas très large, elle est un peu profonde, mais il y a surtout beaucoup de débit au niveau de l'eau. Et donc du coup, je vais pêcher majoritairement avec deux types de leurres. Des cuillères et des leurres dures, donc des cranks ou des petits minots. Pourquoi je me limite à cette catégorie-là et que je ne prends pas des leurres souples? Parce que la seule façon de pêcher avec des leurres souples, c'est de pêcher en amont vers l'aval. Et le problème en pêchant de cette manière là, c'est que souvent vu qu'il y a beaucoup de débit, je dois mettre des TP un peu lourdes et je dois mouliner assez vite. Et je trouve que ça ne fait pas trop l'effet du leurre souple. La cuillère, je m'en sers pour prospecter énormément, c'est-à-dire que je vais la lancer et faire du lancer ramener assez rapidement, tandis que le minot, je vais essayer de prospecter un peu plus sur place et donc aller un petit peu moins vite dans ma vitesse de récupération. Et le leurre souple, normalement, c'est pour encore aller plus lentement. Mais vu les conditions de la rivière, c'est difficile de respecter ces conditions-là. Alors, un petit conseil supplémentaire que j'ai à vous donner, c'est pas de tomber le cul dans l'eau, ce qui était presque le cas déjà, c'est de porter des lunettes polarisantes. C'est très très bien pour voir le poisson qui va se retourner, parce qu'en fait le poisson il est caché dans des caches. Voilà, hop, raté une attaque. Je sais pas si vous l'avez vu, moi oui. Donc en fait le poisson il se cache dans une cache, ici il y a une petite trouée devant moi, et en fait le poisson va venir une fois remonter et taper sur le leurre. Et s'il se rate, il se replanque dans sa cache directement. Et donc je vais lancer derrière ce trou pour pas faire peur au poisson. Parfait, là, et maintenant je vais ramener mon leurre par-dessus le trou, en espérant que cette fois-ci la truite vienne taper ma cuillère. Raté. Hop, pour justement me faciliter cette tâche. Donc là je ramène tout doucement, j'observe bien ma cuillère. Elle est derrière, elle s'est ratée 2 fois d'affilée. Ok. C'est une truite arc-en-ciel, je l'ai bien vu. On va juste changer de leurre. Pourquoi? Pour diminuer sa méfiance. Elle fait vraiment des tapes de côté. Donc je vais voir si avec un petit minot, je vais pas pouvoir faciliter parce que vu qu'elle fait des tapes sur le côté assez discret, je me demande si sur un petit minot j'aurais pas plus de chance qu'elle se pique au niveau de mon leurre. Et on va partir sur un coloris assez fort. On va voir sur un petit crank qui va plonger dans le trou si j'arrive à la piquer. Alors vu que je suis en train de pêcher en rivière, je vérifie que mes ardillons sont bien écrasés. Mes ardillons sont bien écrasés. Ok. Vu que je sais que la truite est là, j'ai déjà préparé ma tête d'épuisette entre mes cuisses. Parce que ça va pas tarder, à mon avis, à mordre. Hop, je lance derrière. Mon petit crank va plonger dans la couche d'eau. Décroché. J'ai pas réussi à la ferrer. Et je sais pas du tout si vous à la caméra vous avez vu quoi que ce soit. Encore une fois je vous dis, c'est parce que moi j'utilise des lunettes polarisantes. Donc c'est vraiment un élément important pour savoir s'il y a un suivi ou pas. Parce que les premières fois j'ai vu le poisson suivre, mais elle n'a pas touché mon leurre. Aussi bien là j'ai une tape donc c'était clair. Aussi bien les fois précédentes j'ai pas eu ces tapes. Hop, j'ai remonté encore le petit courant. Et je pense qu'elle s'est fait piquer cette fois-ci. Non. Ah, raté. Je sais pas comment elle fait pour pas se piquer, cette petite coquine. Là c'est bon, décroché. Et je me suis accroché bien plus correctement dans la branche juste à côté. Ouf. Hop, je me retrouve derrière le trou que je pêchais juste avant et donc du coup je parle de trous. Donc en fait ma pêche va se limiter à des trous. Les trous c'est quoi? Des zones où les truites pourraient potentiellement se cacher. C'est-à-dire des zones plus profondes dans la rivière par exemple. Ou oui en fait c'est une cache quoi. C'est un endroit où le poisson peut se cacher. Pour moi il y a deux types de caches qui existent. Les trous. Donc c'est ce que je suis en train de pêcher. Donc une zone plus profonde comme son nom l'indique, un trou quoi. Dans la rivière. Une zone plus profonde à l'intérieur. Et après la deuxième structure, elle est un peu plus loin, je vais pouvoir vous le montrer. C'est une cache. Qu'est-ce que la différence entre un trou et une cache? La cache,
c'est une zone où le poisson peut se cacher, mais pas spécialement profonde. Donc par exemple, en face de moi, sous la berge, il y a un petit trou, on peut dire un petit espace, c'est plutôt une cache, parce que c'est pas si profond que ça. Et c'est une zone que je ne saurais pas accéder pour arriver à la pêcher. Et c'est aussi une zone en général que le poisson se met, pas pour s'alimenter, mais pour se protéger, pour se camoufler, pour pas se rendre visible. Donc typiquement cette zone-là, je ne vais pas pouvoir la pêcher. Alors ici maintenant on va commencer à pêcher un virage. J'aimerais pêcher ce virage, mais je devrais le pêcher sous les branches. À la cuillère, pas moyen de lancer ma cuillère là en dessous. Ça c'est sûr. Donc on va retirer directement ma cuillère et on va changer de leurre. Vous allez voir que je vais changer régulièrement de leurre lors de ma session. Parce que je m'adapte à chaque fois au type de spot qui m'est proposé. Donc comment on fait pour pêcher une zone qu'on n'a pas accessible avec des leurres? Parce qu'au flotteur c'est assez simple, on laisse descendre le flotteur sous les branches et il n'y aurait aucun souci. On va essayer de suivre plus ou moins ce raisonnement là, sauf qu'on va fonctionner avec des leurres. Donc je repasse sur le petit crank qui a fonctionné juste avant. Le petit crank ici, il a quoi comme caractéristique en plus d'être un crank? Il a la caractéristique, dans mon cas, d'être flottant. Et c'est cette propriété flottante que je vais justement exploiter. Donc voilà, le crank est mis. Et c'est bien simple, je vais le dropper sur la berge d'en face. Et je vais laisser le pick-up ouvert, ma canne vers le bas pour pas que je m'accroche dans les branchages. D'ailleurs, je vais mettre à genoux pour me faciliter un petit peu le travail. Et je vais suivre à l'œil mon crank. Et une fois qu'il sera passé aux bons endroits, je vais tout simplement ramener ma ligne avec mon petit crank au bout. Poisson. Tac. Hop là. Pas plus compliqué que ça. Hop là. Alors la truite, elle est ici à mes pieds. Vous pouvez la voir. Elle s'est piquée sur l'hameçon du centre. J'aimerais bien arriver à la dépiquer sans trop la blesser, mais elle tourne dans tous les sens, la petite vilaine. Voilà, j'ai eu quelques difficultés à faire repartir le poisson, mais il est reparti. Malheureusement, on voit rien à la caméra. Soit, je vais refaire la même chose. On ne sait jamais, parce que vu que ce sont des truites arc-en-ciel, les truites arc-en-ciel de petite taille, les truites de hachis de petite taille, elles ne sont pas spécialement territoriales. Donc, on va espérer arriver à en faire une autre de la même façon. Donc je vais me remettre à genoux, j'ai laissé mon leurre partir dans la courbure et je vais mouliner, et on ne sait jamais qu'il y aurait un deuxième poisson intéressé par mon leurre. Ici rien. Alors ici, pour illustrer vraiment cette nuance de cache et de trou, par exemple là je suis en train de pêcher un trou, donc c'est la fosse là devant moi. Je sais qu'il y a un peu plus de profondeur, donc c'est un trou. Par contre derrière, regardez, il y a des arbres là-bas au loin. Ben là-bas je peux vous assurer, il y a 10 à 20 cm de fond maximum, là où il doit y avoir 70-80 cm de fond juste devant moi. Ben, il y a autant de chances qu'il y ait une truite cachée là-bas à l'abri des regards que dans le trou. Donc c'est ça. Et la différence, c'est que les caches sont beaucoup plus difficiles d'accès. Donc j'aurai plus facile à pêcher mes trous et j'aurai beaucoup plus de difficultés à pêcher mes caches. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous illustrer la différence entre cache et trou. Donc regardez, ici ça va être assez compliqué, assez technique à pêcher. Donc si vous voulez, j'ai une petite raie de bois devant moi, j'ai 2 mètres de berge devant moi et puis j'ai le trou loin derrière. Je pourrais encore me rapprocher un peu plus, et je dois aussi jouer sur le facteur de discrétion. Il ne faut pas que le poisson puisse me repérer. Il faut aussi, je remarque aussi que la zone que je veux pêcher, elle est fort exposée au soleil et qu'il y a une entrée du trou. Elle se trouve là au bout de ma canne, et là elle est à l'ombre. Le problème c'est qu'ici, avec le leurre que j'ai, je ne vais pas pouvoir pêcher correctement cette partie-là, donc je vais pêcher le fond du trou directement. Hop, je lance mon leurre, parfait, beau lancer en plus. Et je vais voir juste avec un petit passage là-dedans si j'arrive à repérer quelque chose. Non. Mais après il y a un petit problème avec ce leurre là, c'est qu'il ne plonge pas assez. Donc on va pas hésiter à repasser sur un autre leurre. Et après 2-3 lancers un peu éloignés du trou comme je suis en train de faire, je me mettrai mes 2 pieds un peu plus loin devant pour voir si j'ai pas plus de chance de faire un poisson. En lançant plus précisément, parce qu'ici mes lancers sont un peu plus hasardeux, comme vous pouvez le voir. Là je suis dans la berge d'en face.
Voilà, cassé. Bon, je viens de m'accrocher et de casser. En voulant dire justement qu'elle empêche un peu plus loin. Le problème, c'est qu'on perd en précision de lancer. Il y a des petits éléments qui gênent et tout ça. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été gêné et j'ai cassé. Le problème, c'est qu'en me décrochant, en essayant de me décrocher plutôt, parce que j'ai pas réussi à me décrocher, j'ai cassé. Ce qui implique aussi que du coup, j'ai perdu en discrétion. Donc du coup, mes chances de prendre un poisson ici ont largement diminué. Bon, donc je suis ici, je vais quand même faire 2-3 petits lancers. Donc là, je passe sur un petit leurre dur. Pourquoi? Parce que ce petit leurre dur, il a l'avantage de pouvoir pêcher un peu plus sur place et d'insister un peu plus sur les différentes zones. Donc je vais essayer de lancer un peu plus précis. Hop, hop. Et je donne des petits coups de canne en moulinant très très peu. Au final, c'est beaucoup de petits coups de canne. Et du coup, mon petit leurre, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il jerk dans tous les sens. Et du coup, il donne un petit coup ses flancs, il monte ses flancs. Et c'est ça qui est intéressant pour le poisson. C'est ça qui lui donnera envie de mordre. Hop. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre une canne adaptée à sa puissance. Qu'est-ce que je veux dire? À sa puissance. Poisson. Ah, décroché. J'ai pas réussi à sortir les puissances assez tôt. Elle a fait une belle accélération pour prendre mon leurre, hein, celle-là. Donc je vous disais, c'est prendre une canne adaptée à sa puissance, au grammage de ses leurres, pardon. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut une canne adaptée à son grammage. Par exemple, ici, moi je pêche généralement la truite avec des leurres allant de 3 à 7 grammes. Donc la canne idéale pour moi, c'est une canne 1 7 grammes, 2 7 grammes ou une 2 10 grammes, quelque chose dans ces alentours-là, selon les marques. Pourquoi c'est important d'avoir une canne adaptée à la taille de ses leurres? Déjà pour la facilité de lancer, mais aussi par le fait que plus la canne sera d'un grammage faible, au plus elle aura une action parabolique. Qu'est-ce que ça veut dire une action parabolique? Au plus facilement la canne pliera sous le poids du poisson et des leurres, enfin de ce que la canne doit tracter. Et ceci, c'est un élément assez important pour tout simplement éviter ce que le poisson se décroche. Parce que plus la canne pliera, au plus le poisson aura du mal à trouver un point d'appui, parce que justement, ce sera compensé. L'appui que le poisson va essayer de mettre pour essayer de se décrocher sera compensé par la souplesse de la canne. En résumé, pour les plus débutants d'entre vous, retenez juste que plus votre canne sera adaptée à la puissance de lancer de vos leurres, au plus ça permettra d'éviter des décrochés de poissons, au plus ça vous félicitera aussi de lancer facilement vos leurres. Donc la puissance de votre canne doit être vraiment le plus adaptée possible au leurre que vous utilisez. Et en général, pour la pêche à la truite, tout comme moi, vous devez utiliser des leurres entre 3 et 7 grammes. Ça dépend de la taille de leurre que vous utilisez. Mais moi, je pêche en général entre des leurres de 4 cm à 6 cm. Et ça couvre largement cette gamme de lancer. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une petite indication. Et petit point supplémentaire, si comme moi vous pêchiez avec de la tresse comme cœur de ligne et pas du nylon, essayez de mettre un frein le plus court possible, enfin le plus faible possible, tout en ayant un frein minimum quand même présent, de telle manière à ce que vous ne perdez pas la tension avec le poisson et que le poisson ne puisse pas trouver de point d'appui. C'est un petit peu technique, mais une fois que vous avez trouvé les bons paramètres, je peux vous assurer les poissons que vous allez les enchaîner sans les décrocher. Mais au début, ça demande un petit peu d'entraînement et de préparation. Comme vous pouvez voir aussi, les chemins que j'emprunte sont relativement encombrés. Donc du coup, pour vous parer à cela, il y a une chose à faire. Prendre une canne pas trop longue pour pas qu'elle puisse vous gêner. Moi je pêche là avec une canne de 2,10 m et ce sera mon maximum pour pêcher en rivière. Une canne d'1,80 m à 2,10 m, c'est les tailles que je prends en général. Au-dessus d'1,80 m, je trouve ça un petit peu trop court pour pouvoir pêcher au-dessus des berges. A l'inverse, au-dessus de 2,10 m, ça devient compliqué pour se déplacer correctement. Maintenant, retournons encore un petit peu au niveau du montage. Moi, je pêche avec un fluorocarbone de 2 mètres de long. Pourquoi 2 mètres de long? Parce que tout simplement, ça m'arrive, comme vous pouvez voir, que je lance un petit peu près des obstacles et tout ça. Et donc, c'est possible que lors des combats ou lors du moment que je m'accroche, que mon fluorocarbone frotte dans les branches, dans le décor. Et pourquoi je veux que ce soit le fluorocarbone et pas la tresse? Parce que la tresse n'est pas résistante à l'abrasion. Donc n'est pas résistante au frottement et cassera plus facilement que mon fluorocarbone qui lui sera beaucoup plus résistant à l'abrasion.
en plus d'avoir une légère élasticité, mais moi je vous parle vraiment de sa caractéristique abrasion qui m'intéresse. Et du 20 centièmes pour pêcher la truite jusqu'à 50 cm, avec les paramètres de canne que je vous dis, avec un frein pas trop serré, ça permet de compenser, ça rallonge de temps en temps un petit peu le combat, mais ça permet de largement faire l'affaire. Donc ça, ce sont les différents paramètres au niveau du fluorocarbone. Dernier détail, ici comme vous pouvez voir, je pêche avec une petite agrafe pour faciliter mon changement de leurre. Comme vous voyez, je change régulièrement de leurre. L'idéal, ce serait d'avoir un petit baril, donc c'est une petite pièce qui tourne en plus si on pêche uniquement à la cuillère. Aujourd'hui, je ne vais pas pêcher uniquement à la cuillère et pas majoritairement non plus à la cuillère. Donc du coup, je vais me permettre de pêcher sans le baril. Le baril, c'est une petite pièce qui permet en fait d'empêcher le fil de vriller quand la cuillère tourne. C'est-à-dire que ça va empêcher tout simplement une torsion du fil qui va affaiblir la résistance du fil en réalité. Oh, décroché. Et comme je vois, je pense que mon frein n'est pas assez desserré. Le problème, c'est qu'une fois qu'on pique une truite, c'est très dur de la repiquer une deuxième fois. Quand elle tape et qu'elle n'arrive pas à se piquer, c'est une chose. Et une fois qu'elle s'est piquée, c'en est une autre. Elle a raté 3 fois. Elle n'a pas tapé une seule fois sur... Enfin, si, elle a tapé une fois sur le leurre, mais après, elle a tapé tout à côté. Voilà. Tac. Et là, mon frein, il a fonctionné. Oh, c'est une truite fario en plus. Hop là. Tac. Elle a bien engamé. Après, là, je me suis aidé pas mal du visuel. Hein. J'ai vu ce qui s'est passé. Wow, c'est une belle fario. C'est une belle fario. Alors, je vous rappelle, hein, ici, c'est des truites de lâcher. Hein. Donc, c'est des truites fario même de lâcher. Je vais quand même prendre la peine de la mesurer, celle-là. Parce qu'à mon avis, même si c'est une truite de lâcher, elle doit pas loin de mon record. Et elle mesure... Ah non, seulement 36 cm. J'aurais dit plus. Elle fait 36 cm. Voilà, c'est quand même une belle bête, hein, franchement. Regardez-moi ça. Et regardez, pour le décrocher, ça va être tout simple. Ardillon simple. Hop. À peine appuyé sur le leurre qu'elle s'est décrochée. Ou par contre... Waouh! C'est étonnant qu'elle soit encore en vie. Hein. Vous avez vu comme elle a abîmé sur le côté? Regardez-moi cette fosse. Monstrueuse. Allez, on va pas la faire patienter plus longtemps. On va la remettre à l'eau. Elle a dû se faire becter par un oiseau, celle-là. Hop. Et donc elle est déjà plein d'énergie encore. Hein. Hop, on va la remettre. Si j'arrive. Elle fonce dans le fond de l'épuisette. Hop. Et elle est repartie au fond du trou. Nickel. Et là, j'ai fait peur à un poisson. Vous voyez dans le... Ouais, je croque encore plus derrière. Il y a là dans le trou, devant moi, il y avait un poisson. Je suis arrivé et je l'ai... et je l'ai vu fouillir du trou, j'allais dire. Et pas se cacher au fond, purée. Et là par contre, je viens de coincer mon fil là-dedans, je ne sais pas comment. Et voilà la partie que je déteste le plus. C'est descendre sur ce parcours, c'est descendre cette partie-ci. Hop. Parce qu'il s'agit de pas se casser la figure, comme je viens de faire. Ah. J'ai déjà réussi à pas mal avancer. Allez, on va faire un petit lancer ici quand même. Enfin, un petit lancer, on va laisser le petit crank descendre le courant. Poisson. Alors, on va essayer de garder attention. Yes. Oh, elle a de belles couleurs. Hop. Alors elle, j'aurais bien espéré qu'elle se détache dans l'épuisette.
Donc regardez, elle fait 30, 35, un truc comme ça. Elle n'est pas énorme, mais bon. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de la choper comme ceci. Hop, on va la décrocher tout simplement parce qu'ordillon simple. Je retire mon leurre, si j'y arrive, de l'épuisette. Hop, voilà. Et on va directement remettre le poisson à l'eau. Alors, j'attends juste qu'elle redémarre un petit peu dans l'épuisette. Ouais, elle a l'air de reprendre ses esprits. Hop, je la libère et elle repart. Et voilà. Vous noterez qu'à chaque fois, j'essaie de toucher un minimum les poissons. Là, actuellement, dehors, il fait 30 degrés. Donc, il fait très très chaud. Donc, si je peux minimiser le contact avec le poisson, je le fais. Donc, je les prends pas, je les montre pas, je les laisse dans l'épuisette. C'est le plus simple. Encore une fois, pêche on the kill. Et je fais tout mon possible pour que la pêche on the kill soit efficace. Et vous avez vu avec quelle facilité, encore une fois, j'ai retiré mon hameçon de la gueule du poisson. Donc, c'est bien pour vous faire comprendre que c'est pas parce qu'on pêche en hameçon simple qu'on a beaucoup plus de décrochés. À partir du moment qu'on a une belle tension à la ligne, le poisson se décroche pas. Par contre, il est beaucoup plus facile à le retirer l'hameçon de sa gueule. Ok, parfait. Encore une petite série de trous au plein milieu de la rivière. Donc, j'ai oublié d'ouvrir le pick-up. On va lancer le leurre. Hop. Donc je vais lancer loin derrière. Je sais qu'il y a des trous jusqu'au niveau de l'arbre en réalité ici. Donc je vais essayer vraiment mon leurre aller loin derrière et je vais ramener. Parce que je sais pas quand en fait commence et finisse le trou précédent. Et après le passage au cran, je passe sur le passage d'une petite cuillère. On ne sait jamais qu'il y a une petite préférence alimentaire. Mais j'ai vraiment l'impression, et c'est souvent le cas pour les truites arc-en-ciel, donc les truites de lâcher, c'est vraiment le passage au bon endroit du leurre qui fonctionne. Hop là. Là, je me suis accroché sur le fond, hop, décroché. C'est pour ça que là, c'était important d'avoir du fluorocarbone pour éviter justement ce frottement sur le fond qui aurait pu mener à une casse. Hop, le combat n'est pas fini, elle profite du courant. Elle remonte le courant, Il faut qu'elle remonte derrière mon épuisette. Comme ceci. Et là, maintenant, si elle revient en arrière, je vais la voir. Je l'ai, hop là. Une belle truite arc-en-ciel. Hop là, qui s'est décrochée. Ou dans l'épuisette, à quel moment? À partir du moment que j'ai relâché de la tension. Donc dès que le poisson est rentré en épuisette, la tension s'est détendue, de ma ligne je veux dire, et donc le poisson a pu se décrocher. Hop là, une belle truite arc-en-ciel toute mouchetée, pas très grande, hein, très jolie par contre, et qui va repartir toute facilement normalement. Hop là. Donc il y a peut-être une petite préférence cette fois-ci, pour celle-là en tout cas. Ouais, elle a l'air d'avoir pris ses esprits. Si je la relâche, hop, et elle s'est recalée derrière un rocher derrière. Nickel. Ah, poisson décroché. J'étais en train de me dire, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un poisson dans ce trou-ci. Parce qu'en fait, là, je suis en train de franchir des zones qu'il y a peu de personnes qui sont passées récemment parce que je suis en train de retirer toutes les tôles d'araignée et tout ça. Donc, à mon avis, ça fait un petit temps qu'il n'y a personne qui était passé ici. Je m'en doutais qu'il y avait une truite, c'était fort évident. Le problème, c'est que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, quand je me rapprochais trop des trous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de végétation croquante, cassante à cause de la sécheresse, à cause qu'il fasse chaud, il y a pas mal de branches cassées au pied. Et donc je marche dedans et je les casse. Et donc je fais un bruit non négligeable en me rapprochant du trou. Et donc je m'en doutais qu'il allait se passer, qu'il allait avoir un poisson. Le problème c'est qu'ici, comme vous pouvez voir, c'est encombré sur ma droite. Et j'ai pas osé ferrer. C'est une fario. Une belle fario. Une épuisette qui ne veut pas se détacher. Une belle fario. Alors,
À chaque fois, je sais pas si vous faites attention, mais j'ouvre mon pick-up aussi et que je ramène le poisson. Comme ça, il n'y a pas le problème avec l'épuisette. Oh, elle est belle cette Fario. Oh, elle est belle, belle, belle. Oh, regardez-moi ça, ce monstre. Oh, elle est magnifique. Oh, je dois la mesurer aussi. Elle fait 36 comme l'autre. Regardez-moi ce beau poisson. Hop là. Des magnifiques couleurs et tout. Et donc, il y avait deux poissons parce que la première que j'ai sortie, c'était une truite arc-en-ciel. Donc, il y avait une truite Fario et une truite arc-en-ciel dans le même trou. Allez, on va la déposer tout doucement. J'attends de voir qu'elle reprenne un petit peu connaissance dans l'épuisette. Elle, on dirait pas. On ne montre pas de signe dans le départ. Hop là. J'ai vu qu'elle repartait un petit peu. Cette fois-ci, ça devrait être bon pour elle. Hop là, et elle est repartie directement. Donc vous voyez, hein, je prends un peu de temps quand j'ai la possibilité. J'ai pas toujours la possibilité. Par exemple, la première truite que j'ai faite ce matin, elle a eu vraiment du mal à repartir parce que j'ai dû retirer mon leurre de l'épuisette. Elle s'est débattue pas mal. Il faisait chaud, donc elle a eu du mal à repartir la première. Et elle était complètement hors caméra. Celle-ci, je sais pas si elle était hors caméra ou pas, mais ouais, pour vous dire que je prends à chaque fois bien mon temps avant de les faire repartir. Je les laisse dans l'épuisette. J'attends de voir qu'elle montre un petit signe, qu'elle bouge un petit peu dans l'épuisette avant de les faire repartir. Sinon, je dois les réoxygéner. Donc, pour les réoxygéner, c'est de faire des petits mouvements gauche-droite avec l'épuisette ou avant-arrière, c'est comme vous préférez. Jusqu'à moment où vous voyez qu'elle donne signe, qu'elle se remet un petit peu en action. Donc là, j'ai pêché dans un premier temps mon côté gauche avant de m'avancer sur le trou là-bas parce qu'il y a une cache sur ma gauche, peut-être intéressante. Premier passage, non. On va pêcher maintenant un petit trou au milieu. J'y crois pas, mais on ne sait jamais. Non plus. Maintenant que j'ai fait ces deux trous que je peux passer au-dessus, je vais m'avancer tout doucement. Voilà. Et maintenant je vais pêcher le premier trou ici à ma droite. Rien. Je me rapproche encore jusqu'ici. Je ne m'autoriserai pas une distance d'approche plus proche. Hop. Ok, il va falloir changer de l'heure maintenant. Qu'est-ce qu'on va mettre? Et j'ai l'impression qu'il pleut aussi dehors alors qu'il faisait canicule. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai pêché la truite, il fait canicule et puis il pleut. Alors que non, la pluie c'était annoncé pour demain, mais bon, c'est pas grave. Ok, rien. Et je vais aussi me rapprocher jusqu'ici pour vraiment pêcher l'arrière du trou qui est vraiment grand en fait derrière. Ça étonnerait qu'il n'y ait pas une truite là-dedans. Bon, là je me retrouve à côté d'un trou qui est très donneur habituellement. Mais le problème c'est qu'il y a de la végétation en hauteur, donc je vais essayer de voir si je vais essayer de lancer correctement pour espérer prendre un poisson. J'ai l'impression que ma cuillère ne tourne pas derrière, ce qui m'embête un petit peu. Ouais, j'avais bien raison, ma cuillère ne tournait pas derrière. Je l'avais bien ressenti, je ne sentais rien dans ma canne. Enfin, je ne sentais pas l'action de la cuillère. Et voilà, un petit minot. Il y a une truite derrière. Elle a raté mon leurre à plusieurs reprises. Elle est derrière. Elle l'a raté de peu. Elle a tapé mais à côté quoi. Hop. Non, à mon avis, cette truite là c'est foutu. Et voilà, je suis arrivé à la fin du parcours. Donc là devant moi il y a une dernière fosse à pêcher. Hop. Premier lancé sur la gauche. J'ai peut-être vu un reflet derrière mais j'en suis pas sûr et certain. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Est-ce qu'il y a un poisson? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il y a une truite. Waouh! Oh! Elle a cassé. Oh purée. Oh, c'était une belle. Oh. Bon, je vais quand même remettre quelque chose. Oh purée, c'était une belle truite, dommage que je la rate. Elle a tiré et elle a frotté sur une pierre au fond.
et ça a cassé net. Je l'ai sorti, en fait elle a remonté le courant et je pensais que le combat allait être bref, mais elle s'est montrée beaucoup plus combative que ce que je pensais en faisant sa deuxième tirée, et je l'ai laissé tirer sur l'endroit. Après je dois reconnaître un truc, je lui avais repéré que mon badling était légèrement abîmé. La dernière fois que j'ai changé d'agrafe, j'ai vu une légère zone où le fil a été un petit peu abrasé. Donc en réalité, pour bien faire, j'aurais déjà dû changer mon... poisson. Hop. Et hop là. C'est une petite fario. Yep, on ouvre le pick-up. Et on va choper cette petite fario. C'est la petite fario que j'ai ratée là tantôt dans l'autre sens. Et je me suis dit, bon, vu que ça fait un moment que je l'ai laissée tranquille, elle a peut-être oublié. Hop là, décroché, je la remets à l'eau. Donc une petite fario, hein. Elle est jolie, toute mignonne. Et maintenant elle va repartir dans son milieu naturel. Donc comme à chaque fois, je la fais reprendre un petit peu connaissance dans l'eau. Hop là, et elle remonte déjà des signes qu'elle veut repartir, et elle repart toute seule en avant. Voilà, une truite de plus. Voilà, fin de session. Le retour était compliqué. Le chemin aller était pas facile, mais le chemin retour il est toujours plus fatigant parce qu'on est déjà fatigué. Enfin voilà, je touche quand même pas mal de poissons. Je pense que je sors 5 truites et j'en touche autant, voire j'en décroche autant et j'en touche encore 2 fois plus. Une belle session, ça a été bien d'honneur. Alors, en résumé, les points à revenir pour commencer, une canne adéquate. C'est vraiment important. Avec un frein serré au bon niveau permet vraiment d'éviter les décrochés. C'est vraiment un élément très important. Et c'est peut-être mon point le plus important selon moi. Ensuite, se rapprocher le plus discrètement possible des trous. Et encore, c'est pas trop influent pour la pêche de la truite de lâcher. Mais c'est quand même un point positif. Et après, ne pas trop insister avec le même leurre. Souvent, c'est le premier lancer qui donne la première tape. Donc il faut parcourir le trou de gauche à droite. Mais une fois que c'est fait, il ne faut pas insister plus ou changer de leurre une fois. Mais pas plus parce que ça vaut pas la peine. Il faut enchaîner les trous. Et comme vous avez pu voir, c'est souvent lors de mon premier ou deuxième lancer que j'ai la tape. Mais je dis une première indication souvent grâce à mes lunettes polarisantes parce que je vois le poisson se déplacer à mon premier lancer. D'ailleurs, vous vous rappelez, ici on est au début du parcours. Là tantôt j'ai raté une truite. Alors vous savez quoi, je vous propose, on va voir si elle m'a oublié. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est peut-être ma dernière session truite. Je voulais faire beaucoup plus de parcours, progresser plus vite, mais au final le parcours c'est assez dur de se déplacer, et vu que chaque trou donnait, bah, j'ai pas voulu trop enchaîner non plus pour pas manquer un spot spécifique. Allez, sur ce, moi les amis, je vous dis salut et à la prochaine, peut-être pour une autre session truite de lâcher, ou sinon on se retrouve pour une session au canal. Et si l'année prochaine j'ai arrêté les truites de lâcher, je partais pêcher dans des vraies rivières, chercher des truites fario normales.